Dans cette vidéo, on va démarrer avec des interactions simples avec la page web. On va voir comment sélectionner des éléments par programmation, comment interagir. On peut modifier le texte, modifier le style, modifier des attributs comme les attributs source ou alt ou href d'un lien, des éléments HTML. Puis on va voir aussi comment on peut mettre un écouteur d'événements de type clic sur un objet. Donc on va démarrer avec ça tout de suite. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait organiser un peu mieux notre script. On a vu les fonctions. Donc, tout de suite, je vais me faire une fonction d'initialisation. Puis, je vais l'appeler tout de suite pour ne pas l'oublier. Donc, à l'intérieur de cette fonction-là, tout ce qui va être au chargement de la page, comme affichage initial, ben, on va pouvoir gérer ça. Ensuite, sur ma page, ben, pour le bien de l'exercice, je commençais à avoir un squelette de page. Si je regarde ma page, elle ressemble à ça. Bon, elle est assez vide. Puis, le problème, c'est qu'on a un logo. Évidemment, normalement, on viendrait mettre la source de notre image ici, mais pour l'exercice, ben, on va le faire par programmation. Donc, j'ai enlevé la source de mon image, puis ce que j'aimerais faire, c'est venir la sélectionner et remplacer tout ça. Puis, je pourrais me mettre un H1 aussi dans lequel je vais pouvoir mettre le nom de ma compagnie. Non, non, on va l'appeler non, comme ça. Euh, Alors, deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi mettre le nom de mon entreprise par programmation. On va sélectionner, puis on va pouvoir changer le texte à l'intérieur de cet élément-là. En fait, on va commencer par celui-là, ça va être un peu plus simple. Donc, si je reviens ici, on a la possibilité de sélectionner des éléments HTML sur notre page. On peut sélectionner de la même manière qu'on viendrait en CSS sélectionner des choses. Donc, ça pourrait être soit par la balise ou on pourrait sélectionner par le type de pseudo-sélecteur, ou on pourrait sélectionner par classe, ou on pourrait sélectionner par ID. On peut utiliser les sélections directes ou les sélections d'enfants dans la hiérarchie. Toutes les mêmes sélections sont possibles en JavaScript qu'en CSS. Donc, ce que cela veut dire, c'est que par exemple, j'aimerais moi sélectionner le premier H1 de ma page. Donc, on voit que j'en ai deux en plus, ce qui n'est pas une bonne pratique, mais dans ce cas-ci, je veux sélectionner le premier. Pour cela, on va chercher dans toute la page. Je vais mettre ça dans une variable qui va s'appeler titre et par souci pour éviter la confusion, toutes mes sélections HTML, je vais mettre un suffixe HTML, comme ça je sais que c'est des balises qui viennent de la page. Et là, je vais chercher dans tout mon document. Document, c'est un mot-clé qui est réservé qui représente la page web. Et document vient avec une fonction qui va s'appeler Query Selector. Et à l'intérieur des parenthèses comme paramètres, donc on a vu les paramètres avec les fonctions dans la vidéo précédente, je peux mettre le sélecteur de mon choix. Je pourrais dire H1. Ce que ça va dire, c'est que là, ça va partir du haut de la page et ça va chercher. Et aussitôt qu'il va voir la balise H1, il va dire, ah, ben c'est celle-là que je remets, que je viens mettre ici. Donc, on va pouvoir interagir avec cette page. On va tester, on va vérifier est-ce que j'ai sélectionné quelque chose. Je vais mettre ma variable. Je reviens ici, j'ouvre ma console et on voit que j'ai bien H1. Il n'y a rien à l'intérieur, mais je peux venir la sélectionner. Puis on voit même, si je mets mon curseur par-dessus, on voit à l'endroit sur ma page où est-ce que c'est placé. Alors, au chargement, mais moi, j'aimerais que mon titre ait du texte à l'intérieur. Donc, on va déjà interagir avec un élément HTML avec la propriété text content. C'est le contenu texte d'un élément HTML. En ce moment, on n'a rien mis à l'intérieur. J'aurais pu le mettre moi-même dans le HTML, mais admettons que j'aurais à traduire mon nom d'entreprise. J'aurais un nom en français, un nom en anglais. Ben, au chargement, je pourrais définir
la langue, par exemple, puis venir changer le nom de mon entreprise en fonction de ça. Mon entreprise. Donc, on met ça dans la fonction init parce que ça se déclenche au chargement. La fonction est déjà appelée. Euh, et un petit point qui est important à rappeler, on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais juste parce que là c'est pertinent aujourd'hui, on se rappelle qu'on avait utilisé le mot-clé differ dans notre script au début, spécifiquement quand on va avoir besoin de sélectionner des éléments HTML. Donc, ce que ça veut dire, c'est differ, c'est lis le reste de la page, laisse le temps à la page de se charger, parce que sinon JavaScript va essayer de rechercher quelque chose avant que la page existe. Donc on aurait une erreur, on aurait une valeur nulle dans notre recherche ici. Donc là, normalement, maintenant j'ai mon entreprise qui s'exécute, qui vient changer. On vient de changer le titre le texte du titre par programmation. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je sélectionne quelque chose qui n'existe pas? Ben, je vais avoir une erreur, ça c'est sûr. Par exemple, si je dis, si je mets un dièse, je vais revenir sur pourquoi je mettrais un dièse. Si je recherche, ben là on voit que j'ai une valeur nulle. Donc ça me dit, ben, j'ai cherché dans toute la page quelque chose qui aurait un ID de H1, puis j'en ai pas trouvé. Donc la valeur qui est retournée dans ma variable, c'est nul. Mais nul, c'est pas un élément HTML. Donc, on ne peut pas utiliser text content. Ce n'est pas une balise qui contient du texte, c'est rien. Nul, c'est une valeur vide. Donc, d'où notre erreur à la ligne 9. Ben, peut-être qu'on aurait besoin d'une protection. Par exemple, ici, je pourrais vérifier si titre HTML n'est pas égal à nul, donc est différent de nul, ben, peut-être que là, j'aimerais est différent de nul, ben, peut-être que j'aimerais ça l'afficher. Mais si c'est nul, ben, je veux juste pas que cette ligne-là s'affiche, sinon je vais avoir une erreur. Donc, si c'est nul, il ne va rien se passer. Et ben, j'aurais pas d'erreur dans mon code, par exemple. On pourrait se laisser une trace à nous, comme on a vu, console.earn n'avait pas sélectionné. Et là, j'aurais si c'est nul, ben, j'ai mon message qui s'affiche. Okay. C'est rare qu'on va avoir cette protection-là pour chacune des sélections. Des fois, on a beaucoup de sélections à faire. Là, c'est un exemple de ce qui pourrait arriver. Ce qu'on préfère faire, c'est juste s'assurer qu'on a bien sélectionné l'élément avant. Ensuite, par exemple, si je regarde, quelle autre sélection je peux faire? Ben, les hashtags, ça veut dire que j'aurais un ID. Dans le cas, si je voulais que ça fonctionne, il faudrait que je mette ID est égal à H1. Ce qui n'est pas super pertinent. Je pourrais plutôt dire un ID de nom. Puis je mettrais nom ici. Maintenant, je peux sélectionner un élément par son ID. Ça fonctionne. Mais ce que je vois aussi, c'est que j'ai une classe. Des classes peuvent être utilisées. Donc, évidemment, c'est le même principe que les balises. Ça va trouver le premier que la classe nom dans toute la liste. Donc, je pourrais utiliser un point à la place comme en CSS pour sélectionner par sa classe et non pas par son ID. On va voir des sélections plus avancées par certains attributs plus tard, mais déjà par le nom, le ID, par la classe, le ID ou la balise, c'est déjà pas pire. Si je voulais être très précis, je pourrais dire, ben moi j'aimerais chercher le premier titre qui est dans ma balise qu'un ID nav principal. Donc, on peut faire des sélections composées. Donc là, si c'est un ID, c'est un hashtag. Principal. Et à l'intérieur, donc je vais faire un espace. Je dis, ben, je vais chercher soit le H1, ou je pourrais chercher par sa classe, ou je pourrais chercher par son ID. Ça. Donc, vous pouvez faire des sélections combinées avec
en laissant un espace. Donc, ça cherche l'enfant le plus proche qui contient ceci. Autre chose qu'on voudrait faire dans notre cas, ben, ça serait de sélectionner notre image pour changer son attribut source. Ben, je vais aller chercher HTML, Query Selector, puis encore une fois, je vais aller par nav principal. Peut-être que j'ai d'autres logos ailleurs sur ma page, mais j'aimerais celui-là précisément. Puis, j'aimerais chercher par sa classe logo. Donc, le premier élément que la classe logo dans la principale. Comme ça. Je vérifie, est-ce que ça existe? Oui, j'ai bien mon logo qui est là, qui n'a pas de source encore. Super. Je vais aller voir que mon image, elle est située où. Elle est située dans mon dossier Asset. Dans le dossier Image, j'ai l'image de mon logo qui s'appelle Logo Fidèle. Donc, au chargement, ce que je peux faire, c'est de dire logo HTML.src. Donc, les attributs qu'on aurait en HTML, CSS sont tous disponibles par programmation avec le point, que ce soit dans ce cas-ci source, alt, classe, ID. Je peux tout les récupérer avec le point. Je pourrais mettre alt, je peux mettre la date. Si je viens voir maintenant, si je viens inspecter ma page, mais je vois que l'attribut alt a été remplacé par le mot pattern. Si je voulais changer sa source, ben là, je vais mettre le chemin vers 7, image, logo, vinyle.png. On met l'extension comme il faut. Normalement, je devrais avoir la source de mon image qui a été changée. Cool. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est si je clique mon image, ben, j'aimerais inverser, changer la source. Donc, j'aimerais changer au clic la source de mon image. Donc, ce que je peux faire, c'est HTML.add event listener, puis je vais expliquer toute cette syntaxe-là après. Clic. Là, ça va me prendre une fonction. Une fonction qui va être exécutée au moment clic. Comme ça. Clic, logo. On ne met pas les parenthèses à la fin pour éviter que ma fonction s'exécute. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais cliquer sur mon logo, ben, j'aimerais récupérer l'élément qui a été cliqué, donc le logo évidemment, et inverser. Donc, j'aimerais tout d'un coup que si si j'ai déjà cliqué puis que c'est l'image normale, ça devient inversé. Si c'est inversé, ça redevient normal. Donc là, j'analyse mon truc, puis je me dis, ben, peut-être que j'aurais besoin d'une variable éventuellement plus haute qui va contenir une valeur booléenne. Est-ce que mon logo a déjà été cliqué ou pas? Donc, let logo est inversé. Je vais le mettre à false au chargement. Au chargement, il n'y a pas de problème. Puis là, je vois que mon code, il commence à être un petit peu compliqué. Peut-être que je vais tester juste pour voir est-ce que ça fonctionne, mon Add Event Listener. Je vais voir, est-ce que quand je clique sur mon logo, est-ce que ça fonctionne? Je clique sur mon logo, je m'en viens voir ma console, puis j'ai bien un clic. Donc, Add Event Listener, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a plusieurs sortes d'événements en JavaScript. Celui qu'on va voir au début, c'est click avec un K, faites attention. Puis, il y en a plein. Il y a des événements pour le clavier, il y a des événements pour les formulaires, il y a des événements pour la souris. Donc, au lieu de clic, on pourrait avoir DBL pour double-clic. On pourrait avoir contexte menu pour le clic droit. On pourrait avoir l'événement scroll pour le défilement de la page.
Il y aurait des événements pour le copy-paste, il y en a vraiment plein. Donc, le premier qu'on voit, c'est click, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours la même structure. On prend un élément HTML. C'est important que cet élément-là soit un élément HTML, sinon ça ne fonctionnera pas. On met Add Event Listener avec un E et un L majuscule, faites attention. Et on met la sorte de l'événement puis la fonction qui doit être exécutée au moment du clic. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que cette fonction-là a toujours un paramètre. Okay? Donc, ce paramètre-là contient toutes les informations liées à l'événement. Si c'est un clic, ben, où était le curseur au moment que j'ai cliqué? On peut regarder. Événement, événement. Puis, si je clique sur mon logo, ben là, j'ai de l'information. On voit que c'était le bouton 0, donc le bouton gauche de la souris. On a aussi X, Y, ce sont la position du curseur par rapport au coin supérieur gauche de la page. Donc, on était à 86 pixels à gauche, puis 85 pixels à partir en bas du bord. On avait le timestamp, donc le temps depuis le chargement de la page, etc., etc. Donc, on a de l'information qui peuvent être intéressantes. Dans le cas, par exemple, d'un événement de clavier, on aurait la touche du clavier qui se serait déclenchée. Ce qui nous intéresse au début, dans les événements, c'est le déclencheur. Donc, si j'avais mis ma fonction sur plusieurs éléments, donc que ce soit le logo en haut, un autre logo plus bas, mais dans tous les cas, j'appelle la même fonction, mais j'aurais besoin d'avoir mon déclencheur. Ça, on va utiliser la propriété current_target de mon événement. Donc, le déclencheur, c'est quoi? Ben, c'est l'élément HTML qui est attaché à mon Add Event Listener. Donc, ça, si je mets ça dans mon console.log, on voit que c'est mon logo qui est là. C'est le logo sur lequel j'ai cliqué. Super. Ben, mon déclencheur, qu'est-ce que je peux en faire? Ben là, je pourrais décider, je pourrais changer sa source, c'est une image. Donc, mais là, je ne sais pas, moi, si ça a déjà été cliqué ou pas. Là, hop, ça. Donc, si mon logo n'était pas inversé, donc si inversé égale à false, l'autre manière de faire, ça serait de mettre le point d'exclamation en avant, qui est l'opérateur logique de négation. Donc, c'est la même chose. J'aime bien au début de le mettre au long pour que ce soit plus explicite. Donc, si le logo est inversé, ben, on va le remettre à true. Là, faites attention, hein, 1 égale, c'est pour mettre une valeur dans une variable. Double égale, c'est pour faire une comparaison. Et mon déclencheur src, on va mettre accept img logo vinyle inverse.img. Sinon, si mon logo n'est pas inversé, ben, ça veut dire, si le logo, par exemple, est inversé, est à true. En fait, c'est l'inverse. Clic. Comme ça. C'est à false. Puis, je vais remettre mon image normale. Ensuite, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais passer ça. Je vais faire plus d'espace. Donc, quand je clique une première fois, ça regarde. Est-ce que ma variable que j'ai placée en haut, est-ce qu'elle est à false ou à true? Si, dans le cas où c'est false, ben, je la mets à true pour que la fois d'après, quand je vais réexécuter mon clic, ben, on puisse passer à l'autre. Et je vais changer la source de mon image en conséquence. Maintenant, quand je clique, ben, je peux passer de un à l'autre. Le clic, il est là pour toujours, donc jusqu'à temps qu'on l'enlève. Donc l'élément garde son écouteur d'événements jusqu'à la fin de notre programme, à moins qu'on l'enlève par programmation. On va voir ça dans une vidéo future. Cette vidéo-là est un petit peu plus longue, mais ça fait le tour quand même. Ce que j'aimerais... non, ce qui me reste à voir, c'est changer le style d'un élément par programmation. On va voir éventuellement qu'on peut changer des classes, donc qui sont déjà définies dans le CSS,
Mais dans le cas où, juste pour démarrer, on pourrait interagir avec le style de l'élément en soi. Donc, déclencheur.style. Puis là, je peux mettre n'importe quelle propriété CSS, mais si la propriété comporte un tiret, on va le changer avec en camel case, à dos de chameau. Donc, ce que je veux dire par là, si normalement j'aurais eu background color, ben, je ne peux pas avoir de tiret en JavaScript. Donc, en JavaScript, on fait juste mettre, on remplace le tiret par une majuscule pour le mot suivant. Dans ce cas-ci, c'est pas tant pratique parce que sur une image, on ne verra pas la couleur de fond. Mais on pourrait mettre une bordure. Là, je peux mettre 3px, solide, tomato. Puis, je pourrais décider d'enlever style, border égal à... Donc, quand je reclique, quand je mets mon image normale, j'ai pas de style. Maintenant, j'ai une bordure rouge tomate et quand je reclique, j'enlève ma bordure. Donc, une autre façon d'interagir avec des éléments par programmation, ça serait de changer le style, changer la source d'une image, changer un lien, changer un ID, etc. On peut modifier toutes les propriétés, tous les attributs d'un élément HTML par programmation. Voilà, là, ça fait le tour pour vrai. J'arrête la vidéo et on va continuer par la suite avec les tableaux.